Chers candidats et candidates, je rappelle que nous sommes toujours en étude de la poésie et dans un premier temps, nous avons eu à l'analyser par rapport à une approche définitionnelle. Donc, nous avons retenu une définition de ce genre littéraire. Puis, nous avons eu à en dégager des caractéristiques essentielles, ce qui donc fait la particularité de ce genre littéraire par rapport aux autres. Nous avons eu également à en dégager les sources, c'est-à-dire les axes qui inspirent le poète, qui inspirent donc la poésie. Et donc, dans une deuxième étape, nous allons nous entretenir sur les fonctions de la poésie. Alors, à retenir donc que l'analyse que nous avons faite des sources d'inspiration donc de la poésie constitue un préambule ou même un préalable, c'est-à-dire une entrée en matière pour mieux comprendre les différentes fonctions que ce genre littéraire s'assigne. Donc, les missions que se donne la poésie comme genre littéraire partent ou bien reposent sur les sources d'inspiration, les canaux d'inspiration du poète que nous avons dégagé. À rappeler que nous avons dit que la poésie peut avoir comme source d'inspiration la divinité. Donc la poésie peut être un souffle, peut émaner d'un souffle divin. À rappeler également que la poésie peut émaner de la personne du poète, du moi du poète. À rappeler que la poésie peut être inspirée par l'environnement extérieur du poète, c'est-à-dire la société, ou encore la poésie peut faire l'objet plutôt de l'imagination du poète. Donc ces quatre sources d'inspiration nous permettront de comprendre les différentes missions que s'assigne le poète. Et donc premièrement, comme première fonction de la poésie, nous allons parler de la fonction lyrique. Donc cette fonction lyrique est une fonction éminente du genre poétique. Pour dire peut-être même qu'elle est la fonction la plus évidente de ce genre littéraire ou la première fonction de ce genre littéraire. Et nous pouvons donc, à propos de cette fonction lyrique de la poésie, dire qu'elle trouve son fondement, sa source, dans la tradition grecque qui voulait que le poète accompagne ses vers de sa lyre. Ceci nous plonge un peu dans la légende d'Orphée avec son épouse Eurydice qu'il allait prendre. La lyre étant un instrument de musique. Donc c'est ce mot qui donne sens à l'adjectif lyrique lorsque nous parlons de poésie lyrique ou lorsque nous parlons de lyrisme en poésie. Et donc la poésie lyrique s'applique à toute œuvre ou à tout texte poétique où l'auteur met l'accent sur sa propre personne et se permet de traduire des états d'âme, des émois, c'est-à-dire des sentiments émanant de son cœur. En réalité, il faudrait reconnaître que le poète, dans cette posture lyrique, est un humain et comme tel, il est animé par des sentiments de différents ordres. Le poète peut être animé par un sentiment de bonheur, un sentiment d'amour, cela peut être de la mélancolie. Il peut vouloir se pencher sur la mort d'un être cher. Le poète peut vouloir exprimer un sentiment de révolte, de plainte, etc. Et pour ce faire, la vocation lyrique de ce genre poétique peut être perçue à travers plusieurs dimensions. Une dimension jubilatoire qui fait donc de la poésie une expression du bonheur. Cela peut également revêtir une dimension amoureuse, c'est l'expression de sentiments amoureux, une dimension jubilatoire qui traduit l'expression, donc qui traduit des sentiments de tristesse, de déception, de regret,
etc. Ou encore, cette fonction lyrique peut avoir une dimension élégiaque, c'est-à-dire que le poète se mettrait à exprimer une plainte, une révolte. Et donc, toujours dans le sillage de cette fonction lyrique, la poésie peut reposer, plutôt l'expression des sentiments, peut reposer sur le dialogue entre deux interlocuteurs qui font preuve un peu de subjectivité, parlant de leur personne ou de leurs sentiments. Et pour nous en convaincre, nous pouvons convoquer les poètes du XVIe siècle, les poètes humanistes ou ceux de la Pléiade, comme Ronsard que nous avons dit tout à l'heure, ou Dubélé. Nous pouvons également nous référer à la génération romantique du XIXe siècle, aux poètes surréalistes du XXe, ou encore aux poètes de la négritude, qui consacrent le lyrisme comme le moyen par excellence, comme le moyen privilégié pour s'épancher, c'est-à-dire pour exprimer des sentiments, mais surtout pour dire leur moi, c'est-à-dire pour dire leur individualité. C'est ainsi que un poète comme Louis Labbé, à travers son recueil Les Sonnets, ou encore Ronsard dans son recueil Les Amours, Dubélé également avec Les Regrets, mettent en exergue des thèmes comme l'amour, le chagrin, la conscience du temps qui passe, ou bien encore la nostalgie et même la solitude. Donc autant de thématiques qui se dégagent de ces œuvres chez ces auteurs que nous venons de citer, ces auteurs du XVIe siècle, ces auteurs humanistes. Et dans le même sillage, Victor Hugo, qui a écrit ce célèbre recueil, Les Contemplations, manifeste ainsi des états d'âme tels que la joie de l'enfance, l'angoisse, la douleur née du deuil, la révolte et le ressaisissement. Donc autant de sentiments que l'on retrouve et tant d'autres dans ce recueil des Contemplations qui est d'ailleurs inscrit au programme en classe de terminale. Et de même, si nous nous référons à un poète de la négritude, Senghor, à travers son recueil Élégie majeure, dans lequel on retrouve les élégies pour Philippe Maguilène Senghor, son fils décédé, on peut voir là que Senghor exprime sa douleur et sa tristesse après la disparition tragique de son fils Philippe. Et il en arrive d'ailleurs à éprouver un sentiment de révolte, un sentiment d'impuissance face au destin qu'il juge assez cruel, face au destin qui lui a arraché son fils. Et par ailleurs, quand Senghor lui-même évoque son royaume d'enfance, je l'ai dit au préalable, thème qui traverse presque toute son œuvre, quand il évoque ce thème dans son recueil, précisément Chant d'ombre, qui est également au programme, l'enfant de Joal, à savoir Senghor, fait part d'un sentiment de nostalgie, d'émotion, la nostalgie qui constitue une émotion qui le bouleverse pendant tout son séjour en Europe. Et donc, dans Chant d'ombre, nous retrouvons, comme je le disais au préalable, des poètes comme Joal, des poètes comme Nuit de Cygnes, qui permettent à Senghor de se remémorer un peu ce qu'il a vécu en Afrique. Et donc, la nostalgie, c'est-à-dire, comme on dit, la maladie du retour dont il souffre, l'habite, il ne peut s'empêcher de l'exprimer, et c'est à travers des poèmes comme ça qu'il, justement, se souvient un peu. Et donc, ainsi, il exprime un sentiment qui le préoccupe, à la limite, un sentiment qui le brûle, qui le dévaste, cette nostalgie. Et donc, cette fonction lyrique constitue pour nous un prétexte pour aborder, pour analyser la poésie comme une thérapie, c'est-à-dire comme un moyen de guérison pour le poète. Ainsi, une deuxième fonction sur laquelle nous pouvons nous arrêter est la fonction thérapeutique de la poésie.
Et donc, ce lyrisme sentimental dont nous parlions tout à l'heure, que nous venons d'analyser, constitue en réalité un moyen d'épanchement. C'est-à-dire, en exprimant ses sentiments, le poète a l'occasion d'extérioriser ces sentiments-là. Il a l'occasion de se livrer à une sorte de confidence, ce qui lui permet donc de se libérer de passions qui peuvent paraître violentes ou dévastatrices. Le poète habité par un sentiment de regret, de chagrin qui le dévaste, qui le détruit, peut utiliser sa plume pour extérioriser un tel sentiment et donc pour pouvoir s'épancher, pour pouvoir évacuer, comme on dit. Et de ce point de vue, la poésie donc apparaît, constitue une thérapie, c'est-à-dire un moyen de guérison, un moyen pour le poète de guérir de ce sentiment qui le ronge. Et Joachim du Bellay l'a bien compris lorsque lui-même il reconnaît qu'il a souvent utilisé ses vers, son œuvre poétique, comme un moyen pour se soulager, un moyen pour se consoler. Il dit, je le cite, « Je me plains à mes vers si j'ai quelques regrets. Je me ris avec eux, je leur dis mon secret comme étant de mon cœur les plus sûrs secrétaires. » Et donc, Du Bellay est assez clair. Il reconnaît que lorsque souvent il a voulu se soulager, lorsque souvent il a voulu se confesser, il s'est servi de ses poèmes. Donc, lorsqu'il écrivait, il se sentait soulagé, il se sentait guéri. Et donc, ses vers, sa plume, était un moyen pour lui donc de se libérer. Et ceci peut être comparé un peu, lorsque nous allons parler du roman, donc, à la fonction ludique ou onirique. Je m'arrête pour dire d'ailleurs que la fonction thérapeutique est pour la poésie ce que la fonction ludique, la fonction onirique est pour le roman. Et toujours à ce propos, donc à propos de la fonction thérapeutique, nous pouvons bel et bien convoquer Alphonse de Lamartine, poète romantique, qui, dans un de ses poèmes de méditation, reconnaît que la poésie est également pour lui un moyen de soulagement. Il dit, ce n'était pas un art, c'était un soulagement de mon propre cœur qui se berçait de ses propres sanglots. Donc Lamartine reconnaît également qu'en écrivant, il ne faisait pas de l'art, il écrivait pour lui-même, pour se soulager, pour soulager son cœur. Et donc la poésie est un moyen pour lui de se bercer, de se soulager, d'apaiser son cœur. Voilà comment nous pouvons, à la suite donc de la poésie lyrique, appréhender donc la poésie comme une thérapie, comme un moyen de guérison. Et donc je disais que cette fonction peut rappeler la fonction ludique, la fonction onirique du roman, le roman comme divertissement, le roman comme moyen d'évasion, pour permettre de se libérer. Donc cette fonction thérapeutique a le même rôle par rapport à la poésie. Et donc, nous pouvons, partant de ces fonctions lyriques et thérapeutiques, nous engager dans une troisième voie par rapport aux missions de la poésie, pour dire que le lyrisme sentimental, le lyrisme personnel que nous avons évoqué à travers ces deux fonctions, lyriques et thérapeutiques, en réalité, dans ce qu'ils ont d'humain, peuvent amener le poète à aller au-delà de sa personne et s'ouvrir à l'humanité. Donc, le lyrisme peut, au-delà d'un caractère personnel, individuel, peut revêtir un caractère universel, une dimension humanitaire. Et donc, là, le lyrisme devient un lyrisme social. Le poète transcende sa propre personne pour cette fois-ci s'intéresser
au sort de son semblable ou bien même au sort de l'humanité. Et souvent une humanité souffrante. Et donc ceci s'explique par la source d'inspiration que constitue la société. Nous l'avons analysé, nous avons eu à interpréter donc la société comme source d'inspiration du poème. Merci, chers élèves.